Merci beaucoup Camille d'avoir créé cette association. C'est magnifique d'avoir cet élan-là et de m'avoir invité. J'avais envie, donc je suis là pour vous parler un petit peu de la méthode Feldenkrais et de la méthode Tomatis que j'utilise. Mais avant de vous parler et peut-être qu'on échange, j'aimerais bien savoir à qui j'ai affaire. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes là, parce que vous n'êtes pas très nombreux, donc on peut faire un petit tour rapidement, savoir si vous êtes plutôt des parents d'enfants neuroatypiques ou d'enfants que je vais voir, ou est-ce que vous êtes des professionnels ou des gens de l'association, et qu'est-ce qui vous intéresse là en venant. Peut-être rapidement, hein, pas un exposé à chaque fois de chaque personne, mais juste savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des parents d'enfants. Une personne, ok, deux, des parents. C'est les parents de. D'accord. Ok, que je vais voir demain, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des professionnels Alors, voilà, ok. Donc, je peux savoir rapidement, qu'est-ce que vous faites Vous avez un chef de service, un établissement médico-social, un ESAC. Voilà. D'accord. Dans la région, donc? Comment? Dans la région? Oui, la Chatte et Soudan. D'accord. La DP 36. Et donc, moi, je suis venu pour en savoir un peu plus sur cette méthode et je trouvais l'initiative intéressante. Donc, voilà. D'accord. Ok, très bien. Et les autres professionnels, donc allez-y, dites-moi. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants autistes pendant 20 ans. Et là, j'étais monitrice éducatrice et là, j'ai fait une formation d'art thérapeute. Moi, je suis art thérapeute et j'ai beaucoup travaillé. Je fais pas mal de formations en stage en formation psychocorporelle, donc Feldenkrais aussi. Vous connaissez? Ouais. D'accord, un peu déjà. Voilà, mais j'utilise surtout le mouvement dansé. Le mouvement dansé, ok, super, très bien. Et les autres? Moi, je travaille aussi pour la DPEC 36. Je suis éducatrice spécialisée de formation et coordinatrice d'une équipe mobile d'appui à la scolarisation. Un dispositif récent, donc ça me faisait écho votre discours, parce qu'on accompagne les AESH, anciennement AVS. C'est très récent. On est aussi là pour participer à leur formation, ainsi que les enseignants, voilà, pour essayer de favoriser l'école inclusive et de... D'accord. Et c'est en relation aussi avec... Alors on travaille pour la même association, on se rencontre aujourd'hui, on ne se connaît pas. D'accord. Mais on est beaucoup de salariés, donc on ne se connaît pas tous. Oui, on est 250, donc c'est peut-être pour ça. Ça doit être D'accord. ça. Donc vous faites partie d'une même... La même grosse association. Une même unité, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Et d'autres, donc des éducateurs, oui. Alors, un peu pareil que Colline, moi je suis éducatrice spécialisée de formation et je suis coordinatrice d'un nouveau dispositif qui est aussi porté par la DPEC 36, qui est le pôle ressources handicap de Londres, et qui tend à favoriser l'inclusion en fait, des enfants au sein des structures d'accueil de droit commun. Donc c'est pour les petits de 0 à 11 ans. Donc c'est vers les crèches, haltes garderies, centres de loisirs, accueil périscolaire. Donc voilà, l'idée ce soir c'était de venir rencontrer cette nouvelle association et de voir aussi comment on pouvait arriver à tous travailler les uns avec les autres. D'accord. Okay. Et c'est quoi le périmètre de votre champ d'action à cette grande association? C'est le département. C'est tout le département. D'accord. Ok. Et il y en a d'autres? Même association ou encore autre chose? Même association. Je suis psychologue donc, sur le pôle adulte de cette association, donc les ESAT, les foyers, et aussi sur le pôle enfant dans une classe justement qui dépend de l'IME d'Alençay dont on parlait, mais c'est des adolescents qui sont en inclusion, donc avec des professionnels, un dispositif bien spécial, on appelle ça les IEE, les unités d'enseignement spécialisées pour les Soudan. D'accord. Qui a des objectifs d'inclusion aussi en milieu, on va dire, standard. Très bien. Encore d'autres? Oui. Oui, moi je suis enseignante de yoga. Ouais. Et notamment là, je fais du yoga sur chaise pour les personnes âgées. Donc
Voilà, et je m'intéresse au fascia, donc Feldenkrais, fascia. Vous connaissez aussi un peu Feldenkrais? Voilà, D'accord. les fascias, donc ça m'intéresse de voir comment on travaille dans cette méthode. D'accord. Mais du coup, ça, c'est un autre champ d'action. Vous n'êtes pas en relation avec le handicap forcément ou... Non, enfin, non, la vieillesse plus. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et encore d'autres professionnels? Ouais, c'est bien, ils sont venus. Donc moi, je suis éducatrice spécialisée à l'association aussi ADPEP 36 et moi, j'accompagne des personnes adultes en foyer d'hébergement et en foyer occupationnel. Ok, super. C'est fini pour les professionnels ou il y en a encore? Oui. Je suis kiné libéral à la Chapre. D'accord. Ok. Et donc il y a une autre kiné, puisqu'elle était juste avec moi juste avant. Et alors, et le reste des personnes, vous êtes des membres de l'association ou des... Vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse là, en venant ici? Pour ma part, oui, je suis membre de l'association. J'ai connu Lilou qui avait 1 an, où on l'a accueilli dans la crèche où je travaillais, donc je l'ai suivi jusqu'au bout. D'accord. Donc j'ai vu les progrès. Donc voilà, je continue à avoir des nouvelles et à être en contact. Voilà. Super, très bien. Ok, et par là? Nous sommes grands-parents, nous, grands-parents de Lilou. Ah d'accord, ok, là c'est encore plus le cercle proche. Et un autre grand-parent. Donc voilà. Et ancien patient de Tomatis. Et ancien patient de Tomatis. Ah d'accord, avec lui-même? Oui. Avec monsieur Tomatis? Oui. D'accord, très bien. Bonne expérience? Moyen. On pourrait en dire long. On pourrait en dire. D'accord, ok. Ben, vous allez peut-être intervenir. Ok. Alors, donc, peut-être pas besoin de micro, vous m'entendez bien, non? Donc, ça aussi, voilà. Hop. Donc, je vais peut-être vous parler. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Pisani et donc je suis praticien de cette méthode Feldenkrais depuis une vingtaine d'années. Au départ, il y a assez longtemps, je venais aussi du mouvement et du travail artistique, puisque j'ai été metteur en scène d'une compagnie de théâtre pendant 15-20 ans. Voilà. Et à un moment donné, j'ai eu ces deux activités en même temps. Et puis maintenant, je ne fais plus que Feldenkrais depuis une bonne dizaine d'années. Et je me suis spécialisé aussi assez vite. Ça m'a intéressé de travailler sur... parce que la formation initiale en Feldenkrais, c'est 4 ans. C'est étalé sur 4 ans. Et ensuite, j'ai eu envie assez vite de travailler avec des enfants. Et donc, j'ai fait encore d'autres formations autour du développement moteur du nourrisson, dans une méthode somatique qui est assez proche, le BMC. Et ensuite, en Feldenkrais, je me suis spécialisé à l'étranger avec une dame qui s'appelle Elat Almagor, en Italie, qui a justement fait sa formation directement avec Feldenkrais dans les années 70-80 aux États-Unis, et qui est docteur en neurophysiologie du cerveau, qui enseigne au Japon, en Israël et donc en Italie. Et là, je me suis spécialisé vraiment dans le travail avec les enfants neuroatypiques. Voilà. Et donc et maintenant, ça devient une grande part de ma clientèle à Paris, où je suis en région parisienne. Mon cabinet est en région parisienne. Donc, pour vous présenter la méthode Feldenkrais, c'est là où se rejoignent les deux méthodes, c'est autour de la question de la neuroplasticité. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une conférence qui devait être faite sur la neuroplasticité, non? Ça va venir. Mais on va peut-être en parler déjà. Peut-être c'est le docteur Sylvie Chocron. Voilà. Donc elle en parlera sûrement. Moi, je ne suis pas un scientifique. Donc elle en parlera sûrement mieux que moi. Moi, je vais essayer de vous en parler dans des choses, dans des termes peut-être assez simples. Bon, donc moi, à travers la méthode Feldenkrais, j'utilise le mouvement et la perception à travers le mouvement.
Feldenkrais, pour vous situer un peu, donc il est né en 1904, il est mort en 1984. Donc avant qu'on parle justement autant de neuroplasticité et qu'on ait tout ce travail par imagerie cérébrale qui nous permettent de voir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a certains scientifiques qui justement, redécouvrant son travail, parlent d'un des premiers neuroplasticiens, entre guillemets, qui a eu cette pensée que le cerveau, tout au long de la vie, pouvait être plastique. Et qu'on pouvait, par exemple, il y a un très beau livre qu'il a écrit qui s'appelle Le cas Doris, où il fait mention d'une femme d'une soixantaine d'années qui a eu un AVC, qui a perdu le sens de l'orientation, qui ne peut plus écrire, qui ne peut plus lire, qui a des gros troubles de l'équilibre. Et il raconte comment il recrée justement ces fonctions qui ont disparu. Par l'expérience, par le mouvement, par tout et tout le cheminement qu'il a pour pouvoir recréer. Donc s'il recrée à partir d'un cerveau qui a été lésé à un endroit, c'est bien qu'il y a d'autres parties du cerveau qui sont capables de créer des tas de connexions et de permettre de nouveau l'émergence de ces fonctions qui ont disparu. Donc moi c'est ça qui m'intéresse quand je travaille avec les enfants, c'est de voir où ils sont dans leur développement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment je peux amener certaines expériences qui vont leur permettre de repartir dans le développement et de créer de nouvelles possibilités. Donc Feldenkrais, si je parle de sa vie un petit peu, il a une vie assez riche. Donc il est né en 1904 qui je crois maintenant est l'Ukraine, à l'époque c'était la Russie. Et il est né dans une famille d'origine juive, le courant hassidique, et son grand-père était un grand rabbin. Et à 14 ans, je saute quelques étapes, mais à 14 ans, il est parti seul pour rejoindre la Palestine. Donc il a fait un grand périple à travers l'Europe centrale. Puis sur son chemin, ils ont été de plus en plus nombreux. Donc c'est aussi une période où s'il est parti, c'est aussi parce qu'il y avait à ce moment-là des pogroms, des choses agressives aussi dans la région où il était et partout en Europe. Et donc il y avait ce mouvement sioniste qui naissait. Et donc il est parti à 14 ans. À 14 ans, c'est quand même tôt pour partir comme ça. Et au bout de quelques mois, il est arrivé en Palestine. Après, sa famille a suivi petit à petit, mais lui, il a fait ce geste-là. Et au fur et à mesure de son périple, ils étaient de plus en plus nombreux. Ils sont arrivés là-bas. Donc il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était, il était dans les kibbutz. Et puis petit à petit, il a eu les moyens de reprendre des études. Donc il était géomètre, puis il a commencé à faire de la physique. Et comme c'était un esprit assez brillant, il a reçu assez vite des bourses pour pouvoir aller étudier en France. Je fais assez vite, hein, mais pour vous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé et qui était assez impressionnant dans sa façon de rebondir. Il a étudié donc dans les années 30 en France. Il a eu un doctorat de physique et il a travaillé avec le prix Nobel, donc les Joliot-Curie, le laboratoire des Joliot-Curie dans les années 30. Là, si je fais un autre pan, donc il y a tout ce rapport scientifique, hein, tout ce parcours scientifique, et en même temps, déjà, en Palestine, il s'intéressait, pour des raisons de survie, aux techniques de self-défense, de jujitsu, pour pouvoir se défendre. Et il avait déjà, je crois qu'en Israël, il avait déjà écrit justement un traité sur le self-défense. Donc comment pouvoir se débrouiller si on est attaqué, et toutes ces techniques de jujitsu. Arrivant en France, il a rencontré
Maître Kano, qui est l'inventeur du judo. Et donc il avait déjà des techniques de jujitsu, mais il a montré ça à Maître Kano, et en même temps il a été très intéressé par cette naissance du judo, et c'est devenu un des premiers Européens à avoir une ceinture noire en judo, donc dans les années 30, et c'est lui qui a créé le premier, avec d'autres, mais c'est lui qui a créé le premier judo club et la fédération de judo en France. Donc même encore aujourd'hui, ceux qui connaissent l'histoire du judo en France connaissent Feldenkrais par cet aspect-là. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre, donc étant juif, il a fallu il est parti tout de suite quand les Allemands étaient en train d'arriver sur Paris. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans un livre que moi je vous conseille si vous voulez rentrer dans ça, qui est justement un livre extérieur à ceux qui écrivent sur la méthode. Ça s'appelle « Guérir par la neuroplasticité » de Norman Deutsch. Et le 5e chapitre est lié à la vie et à la méthode Feldenkrais. Voilà, la vie de Feldenkrais et la méthode Feldenkrais. Donc je trouve que c'est une bonne entrée en matière si vous avez envie de découvrir un peu le bonhomme et la méthode. Voilà. Suite à ça, il est parti en Angleterre, il a travaillé pour l'armée anglaise, en fait, puisque étant un scientifique, il a travaillé sur le système des radars, et je crois des radars pour les sous-marins. Et là, il a commencé, parce qu'il avait déjà eu des problèmes de genoux, voilà, il avait eu des gros problèmes de genoux, je crois que c'est pas au judo, mais il faisait du football aussi, et il s'est blessé au genou. Et il avait déjà eu des gros problèmes de genoux, et il s'est lui-même interrogé comment, parce qu'à l'époque on lui avait dit que son genou, si on l'opérait, il y avait 50% de chances que ça réussisse, 50% de chances que ça rate. Et à ce moment-là, il ne pourrait plus utiliser son genou si ça ratait de façon mobile. Et du coup, il a décidé de ne pas se faire opérer, mais il s'est posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de retrouver que ce genou puisse fonctionner plus normalement. Puisque de temps en temps, il avait son genou qui devenait énorme et il ne pouvait plus l'utiliser. Il n'arrivait plus à bien marcher, enfin il était très gêné. Et en fait, c'est l'origine de sa recherche. Comme beaucoup de chercheurs, souvent il y a quelque chose d'assez personnel. Et donc, à partir de ça, il a été chercher dans la littérature scientifique ce qui existait à l'époque, aussi bien en anatomie qu'en neurophysiologie, et il a commencé à se poser des questions sur comment le mouvement avait été se créer en nous depuis qu'on est tout petit. Puisque quand on n'est pas capable de marcher, on est un des mammifères qui met le plus longtemps à être autonome dans nos mouvements. Donc il y a un véritable apprentissage chez l'être humain qui est très très important et qui met longtemps avant d'être autonome. Et il avait une femme pédiatre, donc il a pu, à l'époque, après il s'est séparé, du coup il a pu observer aussi beaucoup les bébés et voir comment les bébés se développaient dans leur mouvement et à travers quel type d'expérience ils arrivaient petit à petit à créer ces fonctions pour ramper, rouler, se mettre debout, saisir des objets, pouvoir voir de plus en plus précisément, et toutes ces fonctions qui se développent et qui sont justement dans une période de très grande plasticité chez l'être humain. Et suite à ça, petit à petit, ça a été les germes qui l'ont conduit à développer sa méthode. Alors d'abord, il l'a fait sur lui-même. Ensuite, ayant expérimenté certaines choses, il a essayé en fait sur ses collègues de travail qui lui demandaient. Et comme il avait aussi cette expérience de judo, il donnait à la fois des cours de judo et à la fois des cours de ce qui devenait petit à petit la méthode Feldenkrais. Il a continué ça comme ça jusqu'au début des années 50. Après, il a été, à la fin de la guerre, en Israël, justement, on lui a demandé de revenir et de travailler dans le pôle de scientifiques israélien. Là aussi, je crois que c'était pour l'armée. Et finalement, petit à petit, il a choisi de quitter ça pour vraiment développer sa méthode. Alors, au début, c'est passé justement par le travail manuel, c'est-à-dire qu'il a essayé il a essayé de voir avec ses collègues comment les amener par le toucher à
essayer de ressentir certaines choses et pouvoir améliorer leur mouvement, que ce soit pour le judo ou parce qu'ils avaient des difficultés à bouger, et il essayait de leur apprendre des choses. C'était vraiment les balbutiements de sa méthode. Et puis, petit à petit, il s'est rendu compte que ça avait une efficacité, et il a voulu développer une autre partie de sa méthode, qui est ce qu'on appelle, nous, les séances de prise de conscience par le mouvement, qui sont la partie de cours collectif. Donc nous, le travail en individuel par le toucher, on appelle ça des séances d'intégration fonctionnelle, et les séances collectives, on appelle ça les séances de prise de conscience par le mouvement. Et on va peut-être essayer de faire une expérience, si vous êtes d'accord, peut-être après, okay, pour que vous ayez un petit goût de ce que ça peut être. Donc il a développé ça en Israël petit à petit. Donc il a eu un cabinet à Tel Aviv. Il a été très connu à un moment donné parce qu'il s'est occupé du premier ministre israélien Ben Gurion. Et il y a une fameuse photo qui est très connue en Israël où on voit Ben Gurion sur la tête, où il s'est il a appris à se mettre sur la tête. Il avait des gros problèmes de dos. Et ça a fait aussi un peu la renommée médiatique à l'époque de Feldenkrais. Et puis petit à petit, il a développé donc ses cours collectifs, et après il est allé enseigner. Il a voulu transmettre sa méthode. Ça a commencé dans les fins des années 60. Donc d'abord un premier cercle en Israël. Donc c'est les 15 premiers praticiens Feldenkrais qui ont eu un premier enseignement. Ensuite il est parti aux États-Unis pour plusieurs sessions, et il a commencé à faire deux grandes formations à San Francisco, puis après à Amherst, ce qui a fait que la méthode, après sa mort en 84, a continué à se diffuser. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de praticiens par le monde, mais en fait il y en a un peu sur les 5 continents. Et il y a un format qui est universel partout, qui est ce format de 4 ans, qui s'appuie sur la dernière formation qu'a fait Feldenkrais. Évidemment, les praticiens ont fait évoluer la méthode après en 30 ans, et aujourd'hui, justement, nous, les Feldenkrais, on est très intéressés justement par tout ce champ des neurosciences et de la neuroplasticité, parce que ça vient confirmer les intuitions de Feldenkrais sur cette possibilité, justement, qu'a le cerveau d'apprendre et de changer, de transformer nos schémas appris dans l'enfance. On peut toujours, même adulte, continuer à raffiner ces schémas-là, à les transformer, et quand il y a des accidents, pouvoir remettre en place le développement, remettre en cours le développement grâce à cette neuroplasticité. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur là où on en est? Non, ça va? C'est à peu près clair. Feldenkrais, donc par rapport, puisque du coup il y a pas mal de gens qui sont dans la relation au handicap, Feldenkrais petit à petit donc s'est intéressé à de plus en plus de personnes avec des histoires différentes, et il s'est intéressé donc assez tôt à des personnes donc cérébro-lésées qui ont eu des AVC, des choses comme ça. Et puis après, sur la fin de sa vie, il s'est intéressé beaucoup aux enfants. Vraiment je pense à partir des années 70, vraiment de façon intense. Et une de ses dernières assistantes, qui était la fille d'un de ses grands amis israéliens, Anat Baniel, qui a été une des dernières assistantes de Feldenkrais, elle a développé donc sa méthode qui s'appelle la méthode qui porte son nom, Anat Baniel, et qui est très proche et qui est vraiment issue de Feldenkrais. Et si ça vous intéresse justement sur le handicap, je trouve que c'est un livre très intéressant pour comprendre la façon de penser qu'on a en lien avec le handicap, et qui s'adresse justement aux parents et aux professionnels, et donc qui a été traduit en français, parce qu'elle est américaine, et elle développe, elle est très connue maintenant aux États-Unis. Justement, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui s'intéressent beaucoup à son travail. Donc le livre s'appelle La méthode Anat Baniel, mais vous pouvez entendre tout ce qu'elle dit
aussi sur le plan de la méthode Feldenkrais, c'est vraiment une méthode très très proche. Voilà. Et justement, peut-être je parlerai de... Moi, je m'appuie beaucoup sur ce qu'elle écrit aujourd'hui, parce qu'elle, elle est vivante aujourd'hui, et elle fait le lien, justement, avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Feldenkrais s'est arrêté dans les années 80, donc il s'est passé pas mal de choses depuis. Donc, il s'est beaucoup intéressé à ce public-là sur la fin de sa vie, et après, Annette Baniel a vraiment beaucoup développé ça. Et du coup, il y a d'autres personnes, donc, comme Elat Almagor, donc celle dont je vous ai parlé, dont j'ai suivi l'enseignement, Jeremy Krauss, qui a créé lui aussi sa propre méthode en Allemagne, et qui donc vraiment sont des méthodes spécifiques qui forment les praticiens Feldenkrais pour le travail avec les enfants. Parce que tous ceux qui ont fait la formation de base de 4 ans ne sont pas forcément capables ou ont l'habitude de travailler avec des enfants. Hein, c'est encore des formations un peu plus spécifiques. Voilà. Alors, peut-être ça serait intéressant qu'on essaye de faire une petite expérience. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez voir que je ne vais vous montrer aucun mouvement. Je vais vous décrire les mouvements. Donc vous n'avez pas besoin de le regarder. Hein, voilà. Donc vous allez fermer les yeux un instant. Debout, si vous pouvez, si ça ne menace pas votre équilibre. Hein? Moi, vous aussi, alors vous gardez les yeux ouverts. Hein? Voilà. Donc, sentez juste un instant comment vous êtes. Debout. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être debout là maintenant? Par exemple, en termes de poids, comment le poids s'exerce dans le champ de gravité? Comment le poids s'exerce sur vos appuis, donc quand vous êtes debout sur vos pieds, dans le rapport au sol? Et juste très lentement, commencez à tout doucement passer votre poids d'un pied à l'autre. Un tout petit mouvement. Vous allez voir, je vais vous expliquer justement tout à l'heure pourquoi ça se passe. Le trajet que font vos épaules dans l'espace. Que fait votre tête dans l'espace. Comment vous allez poser vos bras. Est-ce que, tout en faisant ce mouvement, vous pouvez avoir conscience du mouvement de votre respiration? Est-ce que vous sentez, ou est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a du mouvement lié à la respiration? Donc la plupart du temps, quand on bouge dans la vie quotidienne, on bouge pour faire quelque chose avec une intention, et notre attention, la plupart du temps, est dirigée vers le résultat de l'action, vers l'extérieur. Là, je vais vous amener à faire quelque chose qui n'est pas forcément habituel, qui est d'amener votre attention vers l'intérieur, vers vos sensations et vers ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant que vous bougez. Maintenant, vous pouvez peut-être ouvrir les yeux et voyez donc si vous ne me regardez pas, si vous regardez en face de vous, quel repère visuel vous avez? Qu'est-ce que vous regardez? Sur quoi tombe votre regard? Donc prenez un repère qui ne soit pas une personne, parce que peut-être la personne ne sera plus là tout à l'heure, mais par rapport à l'espace. Donc qu'est-ce que vous regardez sur le mur en face de vous ou sur le sol? Et maintenant, fermez de nouveau les yeux et tout doucement, commencez à tourner la tête d'un côté et voyez jusqu'où vous pouvez tourner pour regarder derrière vous, vers la droite par exemple, vers la gauche, et sentez jusqu'où vous pouvez faire ce mouvement très facilement, sans aucun effort.
Et qu'est-ce qui suit ce mouvement? En général, assez vite, la tête suit, les vertèbres de la nuque suivent, peut-être les épaules, peut-être d'autres parties, peut-être les vertèbres, certaines vertèbres tournent, peut-être le bassin tourne, jusqu'où ce mouvement est très facile, sans tirer. On ne va pas utiliser l'étirement dans cette expérience. Voilà. Et quand vous arrivez proche d'une limite, vous sentez que c'est très facile, très facile, très facile, puis ah, là je sens, je peux continuer à y aller, mais c'est un peu moins facile, ou je vais tirer sur une partie de moi-même, vous arrêtez, vous ouvrez les yeux, vous prenez un repère. Voilà. Et vous regardez, donc qu'est-ce que vous voyez dans l'espace. Puis de nouveau, vous fermez les yeux, puis vous allez de l'autre côté, vous faites la même chose, jusqu'où ça tourne facilement à l'intérieur de vous, sans limite, dans un mouvement fluide, facile. Et puis quand vous arrêtez, vous sentez que vous approchez d'une limite, vous vous arrêtez de nouveau de l'autre côté, vous ouvrez les yeux, et donc vous prenez un repère à gauche et à droite, jusqu'où le mouvement est très facile pour vous. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Maintenant, allongez-vous sur le dos. Et maintenant, il y a un grand changement, c'est que vous avez beaucoup d'appui. Vous êtes plus simplement en appui sur vos pieds. Donc, du point de vue du développement, on repart en arrière. Hein. Au début de votre vie, vous avez passé beaucoup d'heures par terre avant de pouvoir vous élever petit à petit pour aller à quatre pattes, vous asseoir, vous mettre debout. Donc là, on va revenir un petit peu vers ces sources-là. Et si vous cherchez ce qui est confortable pour vous, hein, donc par exemple, si les jambes pliées, c'est plus confortable que les jambes allongées, fléchissez les jambes. Faites tout ce qui est confortable. Voilà. Bien. Et sentez comment le poids se distribue maintenant sur vos appuis. Est-ce que vous sentez plus de poids dans le contact à l'arrière du bassin, ou plus de poids à l'arrière de votre cage thoracique, de vos épaules, ou à l'arrière de votre tête? Et puis commencez à rouler un petit peu la tête doucement vers la droite et vers la gauche. Et je vais vous proposer de toujours rester dans cette gamme de mouvements où vous n'arrivez pas à une limite, où vous n'allez pas vers un étirement. Vous restez dans un mouvement où vous êtes en aller et retour, sans vous coller, sans arriver à un endroit où vous allez arriver à une limite. Donc dès que vous sentez que vous approchez peut-être d'une limite, vous commencez déjà à revenir. Vous restez vraiment dans ce mouvement où le mouvement est vraiment fluide, très facile. Très bien. Et sentez donc jusqu'où la nuque, les vertèbres de la nuque suivent ce mouvement de la tête. Et sentez comment les appuis changent à l'arrière de votre tête. Par quel point de contact vous passez à l'arrière de votre tête. Et puis, lâchez ça. Et venez plier une jambe, venez plier l'autre, pour ceux et celles qui n'ont pas les jambes allongées. Et gardez les jambes fléchies. Vous notez au passage peut-être que les contacts dans votre dos ont changé. Vous êtes passé des jambes allongées aux jambes fléchies. Et maintenant, soulevez juste un pied du sol, juste 1 centimètre, un pied complètement, et lâchez. Voilà. Et juste dans cette petite expérience, vous allez faire plusieurs fois. Vous soulevez un pied et vous le laissez redescendre.
pas besoin de le soulever de 3 km. À partir du moment où le pied est complètement soulevé du sol, ça suffit, vous le redescendez doucement. Et sentez, qu'est-ce qui se passe à travers cette petite expérience? Déjà, quel poids a la jambe? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Et encore une fois, on est sur Terre, dans le champ de gravité de la Terre, donc vous avez un poids. Donc quand vous soulevez une jambe, qu'est-ce qui se passe dans vos appuis? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change dans l'appui de votre bassin? Faites encore plus petit et plus lentement, et sentez quand le pied commence à se soulever, qu'est-ce qui se passe dans l'appui de votre bassin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Essayez avec l'autre pied. Soulevez l'autre pied un tout petit peu, lentement. Est-ce que le bassin roule un petit peu ou s'appuie plus fortement d'un côté que de l'autre? Oui, je vois des petits hochements de tête pour certains. Peut-être pas pour tout le monde. Sentez ce que vous sentez. Hein. L'expérience de chacun est différente. Ok. Bien. Et maintenant, commencez à incliner vos deux genoux un petit peu vers la droite et vers la gauche. Doucement. Et là, peut-être, vous sentez plus nettement que le bassin roule et change d'appui. Que le poids de vos genoux, de vos jambes, entraîne le bassin à rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de vos appuis, dans le dos, dans les appuis des omoplates, des épaules? Est-ce que certains, par exemple, quand ils roulent le bassin et qu'ils amènent les genoux à droite et à gauche, la tête tourne? D'autres personnes, la tête reste fixe. Essayez de voir si vous roulez la tête en même temps que vous roulez le bassin. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez envie de rouler la tête du même côté que les genoux et le bassin ou à l'inverse? Certains roulent la tête à l'inverse, je vois, d'autres roulent la tête du même côté. Est-ce que vous pouvez faire l'expérience différente? C'est-à-dire ceux qui roulaient la tête à l'inverse, roulez maintenant la tête du même côté que les genoux. C'est plus facile ou moins facile? Et ceux qui roulaient la tête du même côté que les genoux, roulaient la tête à l'inverse. Qu'est-ce que ça change? Bien. Lâchez ça et reposez-vous dans une position qui est confortable. Si c'est confortable, les jambes allongées, vous allongez vos jambes. Si vous préférez être sur le côté, vous reposez sur le côté. Dans le développement du bébé humain, l'action, le mouvement n'est jamais séparable de la perception. Mouvement et perception sont intimement liés. La perception de ce qui se passe autour de soi, la perception de l'environnement, mais aussi la perception interne. Donc, par exemple, justement, ces perceptions de pression, de poids, c'est quelque chose avec lequel a affaire le bébé toute la journée. Venez plier une jambe, venez plier l'autre, et amenez vos deux bras devant vous. Vos deux bras devant vous, vers le plafond, allongés, et les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les deux jambes sont pliées, les deux pieds au sol, le genou de vous. Voilà. Et joignez donc les deux mains. Joignez les deux mains. Très bien. Et maintenant, en gardant ce triangle de vos bras à peu près fixe, les coudes ne vont pas se plier, les mains ne vont pas glisser l'une sur l'autre.
vous allez amener vos bras vers la droite et vers la gauche. Vos bras et vos mains vers la droite et vers la gauche. Sans plier un coude. C'est la contrainte. Sans plier un coude. Les deux mains ensemble. Restent ensemble. Donc les deux bras vont ensemble, à droite et à gauche. Sans glisser les mains. Là, il commence à y avoir des contraintes. Ok. Ok. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il se passe des milliers de choses différentes. Si on avait beaucoup de temps, on pourrait regarder chez les uns et chez les autres. C'est très intéressant ce qui se passe. Ok. Et là, on voit que vous êtes des êtres humains uniques qui avaient un cerveau chacun différent, qui interprétaient des choses différentes. Alors, ok. Juste pour voir, ça m'intéresse vraiment de voir les variations de ce que vous avez fait. Il y en a, maintenant, mettez de nouveau vos bras et faisons ce que certains ont envie de faire. C'est-à-dire, enlevez la contrainte que je vous ai dit, de garder le triangle fixe et amenez vos mains vers la droite et laissez votre main gauche glisser sur le bras droit. Et donc le coude va à un moment donné se plier. Et puis de l'autre côté, pareil. La main droite va glisser sur le bras gauche, puis la main gauche va glisser sur le bras droit. Laissez la main caresser le bras. Voilà. Et sentez, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Le mouvement, il se passe où? Dans quelle articulation? Dans les épaules, dans les coudes, si vous pliez les coudes. D'accord? Vous sentez? Et puis, il se passe, ça ne va pas tellement au-delà. D'accord? Maintenant, gardez les deux mains collées l'une à l'autre. Et les deux bras, les deux coudes n'ont plus le droit de se plier. Et amenez l'ensemble à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est autre chose. Ah, ça y est, tout le monde fait un peu plus la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça demande quoi? Je vois que certains, d'un coup, bougent beaucoup d'autres parties. D'accord? Si le triangle reste fixe, ça demande que la cage thoracique bouge. Et ça entraîne peut-être la tête, ça entraîne peut-être le bassin. Ok, arrêtez-vous un instant et reposez vos bras. Est-ce que c'est un effort? Oui? Pour certains, oui. Ok. Venez plier une jambe, venez plier l'autre. Et amenez de nouveau vos deux bras vers le plafond. Est-ce que c'est intéressant ce qu'on fait? Ouais, est-ce que ça vous intéresse d'explorer? Est-ce que ça peut être comme un jeu, comme une exploration? Il n'y a pas de réussite. Je ne cherche pas à ce que vous réussissiez forcément le mouvement, mais juste que vous fassiez une expérience. Maintenant, certains ont fait ça. Amenez vos deux mains l'une contre l'autre. Et maintenant, dans la mesure où vous ne perdez pas l'équilibre, où vous ne tombez pas complètement sur le côté, vous allez amener vos bras à droite et à gauche en laissant rouler tout le corps. Donc les genoux vont aller en même temps que les bras, le bassin va rouler, la tête va rouler, mais vous vous arrêtez avant de tomber. Ah, trop tard pour certains. Voilà. Donc, vous roulez avec vos bras à droite et à gauche, doucement. Doucement. Voilà, comme un bébé. Comme un bébé, mais sans tomber. Et essayez de voir quelle trajectoire peuvent prendre vos bras pour vous amener à trouver l'endroit où vous n'avez pas le moins d'efforts à faire. Peut-être vos bras vont vers la gauche et un peu vers le haut, vers la tête. Ou vers la gauche et un peu plus vers le bassin. Cherchez qu'est-ce qui vous permet de rester en équilibre et en même temps de rouler sans arrêter votre respiration, sans amener de tension ou d'effort. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand mouvement. Ça peut être très petit. Voilà, tout doucement. Sentez comment une épaule se soulève et une autre s'enfonce dans le sol. Et prenez votre temps pour justement, là où vous prenez appui, lâcher du poids. Sentir que vous avez le temps de déposer du poids, que vous n'êtes pas complètement crispé à chaque instant du mouvement. Que vous pouvez trouver un appui où vous lâchez le poids pendant qu'une autre partie du corps se soulève. Est-ce que vous êtes sûr que vous respirez quand vous faites ce mouvement? Alors, si vous arrêtez de respirer, peut-être c'est à un moment donné où justement vous vous retenez de tomber
où il y a un effort, à essayer de rester en deçà. Bien. Et maintenant, reposez-vous un instant. Lâchez tout ça. Et sentez s'il y a déjà des changements quelque part dans votre expérience de vous-même. On parle de méthode somatique, Feldenkrais et beaucoup d'autres méthodes rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation somatique. Et le soma, c'est le corps vécu. Donc, le corps avec une expérience subjective. Est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui change dans la sensation que vous avez de vos appuis au sol, dans votre poids, ou peut-être dans votre respiration? Venez plier une jambe, venez plier l'autre. Amenez vos deux bras vers le plafond. Et maintenant, de nouveau, les deux mains collées l'une à l'autre. Et maintenant, vous allez de nouveau amener les bras à droite et à gauche. Mais cette fois-ci, vous allez le faire sans amener les genoux et le bassin à rouler. C'est-à-dire que c'est la cage thoracique qui va rouler, la tête peut rouler. Et vous laissez le bassin à peu près calme. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que ça change? Jusqu'où vous sentez que la cage thoracique, comme un ballon, peut rouler, entraîné par les bras, et la tête peut-être suit. Très bien. Très bien. Maintenant, allongez la jambe gauche. Allongez la jambe gauche, la jambe droite reste pliée. Les bras sont devant vous. Et maintenant, vous allez amener les bras vers la gauche. Et vous allez utiliser la poussée du pied droit. Est-ce que ça peut être intéressant de pousser avec votre pied droit pour rouler vers la gauche? Est-ce que ça permet aux bras d'aller un petit peu plus loin? Ok. Et revenez. Bien. Et qu'est-ce que fait votre genou droit quand vous faites ça? Vous poussez sur votre pied droit dans l'idée de rouler plus vers la gauche, le bassin. Très bien. Certains amènent le genou droit à gauche. Maintenant, essayez de voir si vous pouvez garder le genou droit. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Essayez de garder le genou droit au-dessus de votre pied droit et poussez sur votre pied droit. Le bassin roule vers la gauche, mais la jambe reste stable. La jambe droite reste stable. C'est moi, pas stable. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose, l'appui du pied droit? Si le genou reste au-dessus du pied, qu'est-ce que ça change dans la relation avec l'articulation de votre hanche droite? Est-ce que vous sentez? Est-ce que le bassin peut rouler vers la gauche si la jambe droite reste fixe? Et ça demande qu'il se passe quelque chose de différent dans votre hanche droite. Essayez les deux versions. Le genou droit va vers la gauche, ou le genou droit reste au-dessus du pied. Qu'est-ce que ça demande de différent dans la relation avec votre hanche droite? Comment? On la sollicite plus. Est-ce que la poussée du pied change? Ok. Et lâchez ça un instant. Et reposez. Reposez-vous. Dans cette méthode,
il y a une chose très intéressante, c'est comment on utilise son attention. Une des clés essentielles, c'est comment on peut utiliser son attention pour découvrir certaines relations entre différentes parties de nous-mêmes, découvrir quand est-ce que, par exemple, on sent justement qu'on met plus d'efforts ou moins d'efforts, quel est le rapport avec la respiration pendant qu'on bouge, comment on utilise nos appuis pendant qu'on bouge, qu'est-ce qui se passe en relation avec nos yeux, des tas de choses. Comment on apprend à écouter avec notre attention, nos sensations, et à pouvoir petit à petit enrichir nos perceptions en lien avec le mouvement. Venez faire l'expérience de la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe gauche et amenez vos deux bras vers le plafond. Et maintenant, vous avez déjà un peu une idée du mouvement, même si c'est l'autre côté, donc c'est différent. Et voyez comment vous y prenez. Et d'où vous initiez le mouvement? Est-ce que vous initiez le mouvement à partir de vos bras, de vos mains? Ou est-ce que vous initiez le mouvement à partir de la poussée du pied? Ou est-ce que vous initiez le mouvement à partir du bassin? Ou est-ce que vous initiez le mouvement à partir de votre tête, de vos yeux? Qu'est-ce que vous faites? Pour vous, ça veut dire quoi, faire ce mouvement? Ça part d'où? Et est-ce que vous pouvez essayer de penser que le mouvement pourrait partir d'un autre endroit? Pensez que c'est la poussée du pied, par exemple, qui commence le mouvement. Qui fait rouler le bassin, puis la cage thoracique tourne, et après les bras tournent. Non, j'ai pas de sensation. Vous n'avez pas de sensation au niveau du pied. D'accord. Ça marche pas. Voilà. Et je vois que par vous-même, vous êtes déjà en train d'explorer. Voilà, certains qui gardent, qu'est-ce que ça change si vous gardez le genou au-dessus du talon, ou si vous laissez le genou partir à droite. Si vous laissez le genou partir à droite, en fait, la jambe gauche et le bassin sont non différenciés, c'est-à-dire que c'est comme un ensemble qui va ensemble. Quand vous laissez le genou au-dessus du pied et la jambe gauche stable, ça demande que la hanche gauche, dans la hanche gauche, il y ait un mouvement plus différencié, c'est-à-dire que le bassin puisse bouger par rapport à la jambe gauche. C'est un mouvement plus mature au niveau du développement humain. Ok, bien. Laissons cette expérience-là. Sentez une dernière fois comment vous êtes en lien avec le sol. Sentez dans quel état ça vous met cette expérience. Est-ce que vous avez envie d'aller faire dodo maintenant? Vous êtes déjà endormi, peut-être pour certains. Où ça vous a mené? Donc, est-ce que par exemple vous êtes plus calme, ou plus agité? Est-ce que votre respiration a changé? Le rythme de votre respiration a changé? Et est-ce que le paysage de vos appuis a changé? Est-ce que ça, par exemple, certains sentent que la façon dont vous appuyez au sol a changé, donc le tonus se répartit différemment? Ceux qui sentent un changement, est-ce que vous pouvez lever une main? Ok. Bien. Maintenant, venez plier une jambe, venez plier l'autre. Et on a commencé cette expérience, quand vous êtes arrivé sur le dos, par ça. Si maintenant vous soulevez un pied du sol, est-ce que c'est plus lourd ou plus léger que tout à l'heure? Ouais. Et où roule votre bassin?
Et qu'est-ce qui se passe dans l'appui du pied qui reste au sol quand vous soulevez un pied? Est-ce que vous sentez que le pied qui reste au sol, l'appui change dans le pied? Est-ce que dans le bassin, ça change aussi l'appui? Est-ce que la jambe est plus légère ou plus lourde que tout à l'heure? Et faites l'expérience avec l'autre pied. Maintenant, juste, si on utilise ce qu'on a fait, si vous roulez un tout petit peu le bassin vers la droite, et qu'une fois que vous avez roulé vers la droite, vous soulevez le pied droit, est-ce que la jambe est plus légère ou plus lourde? Non, si vous roulez vers la droite, c'est le pied droit qui se soulève. Si vous roulez vers la droite, c'est le pied droit qui se soulève un peu. Voilà. Très bien. Et puis vous roulez vers la gauche, et c'est le pied gauche qui se soulève. C'est-à-dire, vous utilisez un peu plus le fait que le bassin roule. Mais un petit peu, pas besoin de 3 km. Juste de sentir, est-ce que ça change quelque chose dans le poids de la jambe? Est-ce que ça change le fait d'utiliser plus le fait de rouler? C'est plus léger, plus facile pour soulever la jambe, plus lourd? Alors là, forcément, vous n'allez pas être d'accord. Hein? Ça plus léger, d'autres plus lourd. Bien. Ok. Et maintenant, venez rouler sur le côté, venez vous mettre debout. Ok, sentez comment vous êtes là. Fermez un instant les yeux. Est-ce que votre poids a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont le poids se répartit sur vos pieds maintenant? Est-ce que du coup, vos épaules, vous les sentez différentes? Est-ce qu'elles sont plus loin de vos oreilles? Elles ont lâché un peu sur la cage thoracique? Vos bras pendent un petit peu plus? Et maintenant, ouvrez les yeux un instant et reprenez le point de repère que vous avez, donc où vous étiez dans l'espace et qu'est-ce que vous regardiez tout à l'heure, avant qu'on tourne à droite et à gauche. Voilà. Et passez votre poids un peu d'un pied à l'autre d'abord et sentez si ça a un goût différent, ce petit mouvement de passage de poids d'un pied à l'autre. Est-ce que dans les hanches, par exemple, il y a un mouvement différent? Le bassin bouge différemment? Les épaules, la tête? Et maintenant, fermez les yeux et tournez, vous, d'un côté, laissez la tête tourner, les épaules tourner, le bassin tourner, et jusqu'où ce mouvement est facile. Et quand vous arrivez proche de la limite, arrêtez-vous, ouvrez les yeux. Est-ce que c'est le même repère que tout à l'heure? Et puis, fermez les yeux, tournez de l'autre côté, et allez jusqu'où c'est facile. La tête suit les yeux, les épaules suivent la tête, la colonne tourne, le bassin tourne, peut-être un genou se plie. Et quand vous arrivez proche d'une limite, vous ouvrez les yeux. Est-ce que c'est la même limite? C'est le même point de repère? Est-ce que certains ont gagné en amplitude? Qui a gagné en amplitude? Ah, pas mal. D'accord? Et vous avez vu qu'on a gagné en amplitude et sans tirer. Je ne vous ai pas proposé d'étirement dans cette séance. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience pour que le tonus se distribue différemment et que dans la rotation, vous ayez un angle un petit peu différent? Marchez un petit peu et sentez comment vous marchez. Et peut-être progressivement revenez à un rythme un peu plus rapide. Je ne sais pas si je pourrais présenter les deux méthodes. C'est peut-être plus intéressant que j'en présente une et qu'on aille un peu plus... Voilà, je reviendrai pour la seconde. Ou sinon, vous pourrez faire l'expérience, je suis là jusqu'à dimanche si vous voulez. Venir, on va peut-être s'organiser pour qu'il y ait une expérience tomatiste, ceux qui veulent.
Ok. Bien. Ça va? Je vous propose de ramener vos chaises. De faire une partie d'une expérience, donc d'une séance de prise de conscience par le mouvement. Donc là, je suis passé par la parole. Quand on passe par le toucher, en séance individuelle, que ce soit avec des enfants en mouvement ou avec des adultes, c'est une expérience qui se fait avec le même type de pensée derrière, sous-jacente, mais dans un dialogue non verbal à ce moment-là. D'accord? Mais on va dialoguer avec les mêmes éléments. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, est-ce que c'était une expérience intéressante pour certains? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure. Lilou Belta. Ok. Est-ce qu'il y a des questions déjà là, avant que je continue? Non? Ok. Alors, peut-être ce dont j'avais envie de parler, c'est à travers cette expérience-là, quels sont les... Donc vous avez fait une expérience neuroplastique. Votre cerveau, il a intégré certaines expériences, d'accord? Et pour certains, ça a donné lieu justement à un changement en termes d'amplitude dans le mouvement, ou en termes de poids, de répartition du tonus qui a changé. Il y a quelque chose où certains circuits ont été inhibés, d'autres circuits ont été activés, et il y a quelque chose qui est vivant. Voilà, vous êtes des êtres vivants, donc quand il y a une expérience, il y a quelque chose qui se transforme. Et les points avec lesquels on joue, donc vous trouverez ça par exemple dans le livre d'Anat Baniel, elle parle de 9 points essentiels liés à la neuroplasticité qu'on utilise donc dans notre méthode. Et je trouve ça intéressant par exemple de vous donner cette grille-là. Avant de vous parler de ces 9 points-là, je pense qu'une des expériences très importantes, moi qui a été très importante pour moi, c'est que dans la méthode Feldenkrais, on fait confiance à votre potentiel et on fait confiance à vos possibilités d'exploration par vous-même. C'est-à-dire que vous voyez que je ne vous montre pas le mouvement, donc c'est vous qui explorez par vous-même, et en ça, on se rapproche du développement du bébé. Le bébé, il est tout le temps en relation avec l'environnement, et il se développe à travers une richesse phénoménale d'expériences, d'exploration, et une variété d'exploration en lien évidemment avec les environnements qui lui sont proposés. Donc, dans la méthode, on essaye de vous proposer justement des possibilités de variation, de vous poser des questions. Vous avez vu qu'on pose beaucoup de questions. Alors, on les pose en séance collective par les mots, et en séance individuelle, on les pose par les mains, ces questions-là. Et la question, c'est une façon justement d'amener votre attention vers différents paramètres et de voir donc comment vous vous dirigez dans cette exploration. Mais on essaye de plus en plus de vous amener vers une autonomie dans cette exploration. Ce qui n'est pas toujours évident pour les adultes qui, des fois, ont eu l'habitude de protocoles, de choses bien établies, où on fait la bonne chose qu'on nous montre qu'il faut faire. Là, c'est retrouver le goût de l'exploration, comme le bébé. Donc, ce n'est pas une méthode corrective. Ce n'est pas une méthode où on va vous dire « Non, c'est pas bien ça, ton mouvement il n'est pas bien, on va venir te corriger ». On va essayer que la correction, s'il y en a une, elle vienne de vous-même. Que ça soit une autocorrection, parce que vous sentez qu'un mouvement est plus facile, plus efficace qu'un autre, et par vous-même, vous auto-ajustez. Et en ça, on essaie de développer vos propres références, de façon, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas un coach qui se balade avec vous pour vous dire « Tiens, non, là, il faudrait faire différemment ». Donc, c'est votre propre feedback qui vous donne la possibilité de vous corriger dans vos mouvements, hein, et de vous ajuster aux différentes situations que vous allez vivre. Donc,
à travers cette multiplicité des expériences, ce qu'on cherche, c'est à justement créer des connexions dans votre cerveau, d'avoir des expériences de plus en plus variées. Et des fois, en tant qu'adulte, justement, on a réduit nos possibilités de mouvement par rapport à ce qu'on faisait quand on était enfant. Et on a passé beaucoup de temps assis, donc on s'est enfermé des fois dans des gestes qui sont répétitifs et qui sont un peu tout le temps les mêmes. Donc là, on cherche à réouvrir ça. Pour les enfants handicapés, qui ont un handicap, qui sont porteurs de handicap, et que souvent, il y a besoin, justement, si on ne veut pas tourner en rond dans certains schémas répétitifs, de les aider un tout petit peu à les soutenir pour que justement l'éventail d'expériences qu'ils peuvent faire soit plus riche. Et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de soutenir là où ils sont, là où ils ont du potentiel, et d'amener des petites choses petit à petit qu'ils peuvent explorer, mais que peut-être ils n'y arriveraient pas tout seuls si on ne leur donnait pas ce goût-là, ou si on ne leur donnait pas un appui supplémentaire pour pouvoir avoir cette expérience-là. Donc on cherche à créer le maximum de connexions possibles. Et on sait qu'aujourd'hui, que cette possibilité-là, elle est là jusqu'à la fin de la vie. Vous perdez des tas de neurones, plus vous vieillissez, mais la possibilité de créer de nouveaux réseaux, ça, elle existe à la fin de la vie. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans une richesse d'expérience, que vous allez apprendre une nouvelle langue, que vous allez apprendre du Feldenkrais aujourd'hui, que vous allez apprendre à faire la cuisine japonaise, ou etc., que vous êtes face à des expériences nouvelles, vous avez un cerveau qui peut créer de nouvelles connexions, apprendre, et vous vous enrichissez de nouvelles connexions. Donc ce qui compte pour avoir un cerveau plastique, c'est justement tout le temps créer de nouveaux réseaux neuronaux. Et pas tourner toujours sur les mêmes. En ça veut dire pouvoir sortir de nos habitudes, des fois de fonctionnement, qui sont nécessaires. Sans nos habitudes, on ne pourrait pas fonctionner. Mais au moment de l'apprentissage, de laisser vos habitudes de côté pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. Donc ces 9 points de la neuroplasticité, donc justement en Feldenkrais, on ne cherche pas à guérir, on ne cherche pas à corriger, on cherche à créer des expériences qui vont permettre de développer ce potentiel et de relancer cette plasticité. Ces 9 points de la plasticité, c'est la façon, ce qu'elle appelle l'attention dans le mouvement. Vous avez vu, j'ai sollicité beaucoup votre attention. Pour apprendre, pour créer des nouveaux réseaux neuronaux, il faut pouvoir faire appel à l'attention, à ce phénomène qui est de plus en plus étudié aujourd'hui. Comment marche notre attention ? Comment notre attention est divertie, ou justement, tous les gens qui fabriquent des écrans, etc., savent bien que notre attention, comment fonctionne notre attention. Et il y a différents types d'attention. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, là, il y a une littérature qui est en train d'exploser aujourd'hui en neurosciences sur le phénomène de l'attention. Et moi qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, on apprend aussi, à travers la méthode Feldenkrais, à utiliser son attention de manière de plus en plus riche. Et en lien avec ce qui est le cadre de la méthode, c'est-à-dire l'exploration du mouvement et le sens sensorimoteur. Donc, l'attention dans le mouvement, un élément très important. Vous avez vu que je l'ai sollicité à travers des tas de questions. Quand on touche, c'est pareil. Quand on touche un corps, ça amène l'attention de celui qui est touché. Et ça amène aussi l'attention de celui qui touche, mais il y a un phénomène d'attention là où on touche, et là où on va mettre du mouvement, là où on va créer du mouvement. Donc l'attention dans le mouvement. Le deuxième élément, c'est la lenteur. Pourquoi la lenteur ? Est-ce que quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous allez vite, au tout début ? Pourquoi on a besoin de la lenteur ? Pourquoi on a besoin de la lenteur quand on commence à apprendre quelque chose de nouveau ? Pour comprendre un mécanisme. Pour
comprendre le mécanisme de cette nouvelle chose. Ouais, comprendre, ça amène déjà dans un plan intellectuel, on pourrait dire, ouais, mais aussi, qu'est-ce que ça crée? Ouais. Pour mieux percevoir. Pour mieux percevoir. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que, et ça a été mesuré justement, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la lenteur et que vous réduisez l'intensité aussi, vous pouvez percevoir plus. Et justement, ce qui est très intéressant chez le bébé, c'est qu'il n'a pas, vraiment le nouveau-né, le bébé, c'est qu'il n'a pas un tonus puissant. Il n'a pas développé encore ses muscles volontaires et c'est pas très puissant. Mais justement, c'est peut-être fait pour ça, je ne sais pas, c'est qu'en tout cas, il perçoit énormément. Dès qu'il y a du mouvement, il perçoit beaucoup de choses. Et comme son cerveau est comme une page blanche, il y a vraiment quelque chose, et on le sent quand on travaille avec des bébés, hein, ils sont tout de suite réactifs à des choses très fines. Donc, aller diminuer l'intensité, donc ça c'est le troisième, réduire l'intensité, ralentir, réduire l'intensité, amener l'attention dans le mouvement. Tout ça, ça aide à justement amener cette nouvelle perception plus fine et relancer cette relation entre mouvement et perception. Et apprendre, c'est percevoir des différences. Quand on apprend, on peut apprendre si on perçoit une différence. Si vous apprenez une langue, vous percevez la différence entre un son, peut-être qui est nouveau, qu'il n'y a pas en français par exemple, et un son en anglais, et vous percevez qu'il y a une différence. Et une fois que vous avez perçu cette différence, et qu'elle est claire, vous pouvez l'utiliser, et du coup vous avez déjà créé 2 réseaux différents, hein, entre 2 sons différents. Donc ce processus de différenciation, de percevoir des différences, c'est ce qui nous amène à créer des tas de fonctions de plus en plus différenciées. Et c'est par ce phénomène de la perception des différences. Pour créer des différences, on va utiliser un autre paramètre que j'ai utilisé pendant cette séance, c'est les variations. Vous avez vu que je vous ai proposé beaucoup de variations dans le mouvement, dans l'enchaînement des différentes parties de votre corps, dans la relation aussi avec votre attention, des variations sur votre attention, où vous apportez votre attention dans le mouvement. Donc, amener des variations, c'est justement amener l'attention à percevoir, là aussi, des différences. Tiens, c'est pas pareil. Et donc, là aussi, on réveille cette possibilité de créer des perceptions différentes et d'amener de la plasticité. Donc on en est à combien là? Ceux qui notent? 4. Je vais compter 4 après. L'attention dans le mouvement, la lenteur, réduire l'intensité, d'accord, les variations. Je vais les faire dans le désordre, mais c'est pas grave. On peut les prendre dans un sens ou dans l'autre. Un autre élément très important, c'est l'enthousiasme. Donc l'aspect ludique. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je peux réveiller la curiosité dans ce que je fais? Et on sait aujourd'hui que quand on est curieux, quand on est intéressé, quand on est enthousiaste, quand on est dans quelque chose où on joue, eh ben, le cerveau est beaucoup plus présent à l'expérience que si je fais les choses de façon mécanique. D'accord? Donc, amener de l'enthousiasme, de l'intérêt, de la curiosité, c'est un phénomène très, très intéressant dans ces méthodes somatiques où on essaye de vous amener cette expérience de manière, je ne sais pas si elle était ludique, mais elle était, en tout cas, j'ai essayé d'amener votre curiosité dans le jeu. Et on sait justement que donc avec les enfants, c'est évident. Quand on est avec les enfants et qu'on n'est pas dans l'enthousiasme, c'est beaucoup plus dur. Hein. Donc quand on est dans le jeu, quand on renforce aussi
quand je travaille avec les enfants, je pars de l'attention de l'enfant. C'est-à-dire où elle se porte l'attention de l'enfant, qu'est-ce qui l'intéresse. Et j'essaye de soutenir, moi, à travers les expériences que je vais lui proposer, ce qui l'intéresse et là où son attention peut aller. Pour qu'il soit vraiment pleinement actif dans la relation avec moi. Et je ne vais pas être là pour le manipuler, lui faire un étirement ou faire quelque chose qui serait mécanique. C'est toujours du mouvement en lien avec la perception, en lien avec sa relation à l'environnement, ce qui l'intéresse, les jouets avec lesquels il joue, la relation avec ses parents ou avec l'éducateur qui est avec lui. Et donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qui va peut-être l'enthousiasmer. Et moi, d'être très présent justement dans cette valorisation de quand est-ce qu'il réussit, d'être enthousiaste sur ces expériences qu'on vit ensemble. Donc l'enthousiasme, et on a vu que justement, quand l'enthousiasme était là, ça aide à graver les expériences à l'intérieur de notre cerveau, beaucoup plus quand il y a de l'enthousiasme, quand il y a du jeu. Là aussi, ça a été mesuré, que quand on est justement dans une expérience où il n'y a pas d'enthousiasme. Par exemple, pensez à l'école. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous vous souvenez? Souvent, on se souvient des expériences qu'on a eues avec des professeurs qui stimulaient notre curiosité, qui étaient enthousiasmants. Pas ceux qui avaient une voix monotone, inintéressante, ou alors il fallait se forcer pour essayer de rester dans le cours. Hein? Donc ça, je pense que c'est une donnée aussi très, très importante. L'autre chose qu'on utilise beaucoup, et c'est ce qu'on appelle les buts flexibles. Les buts flexibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand je propose quelque chose à un enfant, je vais commencer à induire un mouvement, lui faire une proposition de mouvement, et puis j'ai dans l'idée que derrière ça, il y a par exemple l'idée d'aller rouler, par exemple, prenons ça, d'aller en direction de rouler sur le côté pour aller s'asseoir. Et juste j'impulse le mouvement, et j'ai moi dans ma tête que peut-être ce mouvement pourrait conduire à aller s'asseoir. Donc j'ai une intention, et puis je sens que le mouvement se fait jusqu'à un certain point, puis qu'à un moment donné, il s'arrête. Soit j'ai le choix de mettre plus d'efforts, d'accord, et de l'amener assis, et ça c'est rarement ce qu'on fait en Feldenkrais, soit je me dis que j'avais ce but-là, parce que par exemple c'est un des buts que m'ont exprimé les parents, il a du mal à s'asseoir, et on aimerait qu'il puisse venir s'asseoir tout seul. Mais je sens qu'à un moment donné, cette idée-là, elle s'arrête à un endroit, et que ce but-là, pour l'instant, n'est pas accessible. Au lieu de le forcer et d'essayer de l'amener à s'asseoir, je vais rabaisser mon but en pensant, tiens, je vais avoir un but flexible, donc, c'est-à-dire je vais me dire, pour aller s'asseoir, il y a déjà l'idée de commencer à rouler vers le côté. Ok ? Et ça, ce but-là, je sens qu'il est atteignable pour lui. Donc, je vais rester dans ce but flexible et je vais amener des tas de variations, là aussi, de façon à ce que ça soit de plus en plus facile de rouler vers ce côté-là. Et au bout d'un certain temps, après avoir fait ça, je vais tester de nouveau ma première idée. Si je vais sur le côté pour aller en direction de s'asseoir, est-ce que ça a un peu changé ? Et en général, il y a quelque chose qui a changé. Peut-être je peux faire une partie du chemin en plus. Et puis de nouveau, ça s'arrête à un autre endroit et j'essaye de comprendre pourquoi ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe, est-ce que son bassin ne suit pas, est-ce qu'il a du mal à transférer l'appui au niveau du bassin, est-ce qu'il y a une raideur dans la jambe, enfin, des tas de choses. Est-ce que c'est lié à son regard, qu'il a du mal à aller regarder à droite ou vers là-bas? Il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Et donc, à chaque fois, j'ajuste le but, sans oublier le but voulu des parents, qui serait de l'amener à s'asseoir, et qui serait un but intéressant, qu'il soit autonome pour pouvoir s'asseoir. Mais à chaque fois, je réduis le but là où il y a du potentiel. Est-ce que c'est clair, cette idée-là? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, très important, et que les parents peuvent utiliser après aussi. Hein, c'est-à-dire que quand on sent que
plutôt que de forcer un enfant, c'est de sentir déjà qu'est-ce qu'il est capable de faire et jusqu'où il est capable de le faire par lui-même. Et comment je peux jouer déjà avec tout ce chemin-là, en ayant l'idée que peut-être après, ça va pouvoir aller plus loin. Et nous, on cherche toujours, on sait, au moment où vous faites un effort, voilà, où l'enfant fait un effort, où vous faites un effort, vous n'êtes plus en capacité d'apprendre. Parce qu'au moment où vous faites un effort, vous êtes moins perceptif. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est d'utiliser vos habitudes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une sensation d'effort, vous avez déjà un champ, un potentiel qui est moins ouvert pour laisser ouvrir de nouvelles perceptions et d'aller vers de la nouveauté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser dans les efforts des choses que vous connaissez déjà, parce que c'est plus sûr. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes moins dans l'apprentissage. Donc nous, c'est pour ça qu'on reste en deçà de cette notion d'effort. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas persistant dans notre travail. Parce qu'il faut une certaine somme d'expérience pour qu'un enfant handicapé, qui a un handicap, arrive à marcher, par exemple. Il faut y revenir. Et nous, par exemple, on travaille souvent avec ce qu'on appelle des séances intensives, où on va le voir 5 fois, 10 fois, de suite, en une semaine, par exemple. Et donc, on va renouveler l'expérience. Souvent. Mais par contre, on va rester, encore une fois, dans cet endroit où il y a le maximum de potentiel. Oui? Quand vous êtes en séance individuelle, vous disiez du coup, vous n'utilisez pas la parole, vous n'utilisez que le toucher. Non, je peux utiliser, ça dépend où est mon enfant. Oui. S'il a accès à la parole, en général je parle aussi, hein, mais, parce que moi j'aime bien parler, il y en a qui parlent moins que moi, mais s'il a la parole, des fois ça peut passer par la parole. Et puis il y a des enfants, des fois, ça dépend comment est leur développement, il y a des enfants qui sont plus par la parole que par le corps, et par lequel il vaut mieux passer d'abord par la parole pour avoir accès au corps, et d'autres c'est l'inverse. Oui? Pardon, excusez-moi. Du coup, par exemple, l'exemple que vous prenez d'accompagner un enfant à s'asseoir, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez verbaliser... et lui dire, oui, si tu vas t'asseoir, etc. Enfin oui, est-ce que de verbaliser votre but en fait à vous, pour ça vous restez toujours un peu ancré justement pour pouvoir être... Ça peut être une variation. Oui. Ça peut être une variation et c'est intéressant de lui proposer les deux. C'est-à-dire que des fois, c'est en deçà d'une intention consciente de sa part, mais moi je sens qu'il y a une réponse au niveau du système nerveux, c'est-à-dire je sens que ça induit un certain tonus, ou que justement il y a un tonus de résistance, ou qu'il y a un tonus qui va dans la sensation, qui suit le mouvement proposé, et ça c'est pas toujours forcément conscient pour l'enfant, mais il y a quelque chose qui se passe dans la relation entre nos deux systèmes nerveux, et puis il y a des fois où je vais proposer, que ce soit un adulte ou un enfant, consciemment, tiens, soit parce que je peux l'impulser par l'extérieur, c'est-à-dire par un objet, que je dis, tiens, tu vois la balle, est-ce que tu peux suivre la balle, etc. Donc là, ça vient d'un autre type d'intention, où je peux lui demander s'il comprend bien ça aussi. Tiens, comment tu fais si tu veux t'asseoir? Mais ça va être différent. Oui? Pour répondre à... Alors désolé, mon temps ne porte pas. Ce serait pour me répondre... Donc on a beaucoup travaillé sur la productivité. On ne connaissait pas les politiques. Sinon on est passé par une méthode qui s'appelle l'EDEC. Oui. Voilà. Et en fait, Camille, il avait 3 ans, il avait du mal à tenir debout et lui expliquer, le praticien lui voilà, lui expliquer ce qu'il est en train de faire n'avait pas de sens pour notre enfant. Donc nous, on avait pour but d'avoir des renforçateurs pour lui. D'avoir des renforçateurs. Oui. Donc il a son doudou qu'il aime énormément et nous, on était là en fait à faire le jeu pour que... La motivation. Voilà. Le motiver, mais aussi pour qu'il ne soit pas focalisé sur ce qu'est en train de faire le praticien, donc justement laisser la place au praticien de faire le travail et puis d'être en connexion avec le corps de Maël et de laisser notre enfant se laisser aller parce que porter justement par une intention extérieure. Un doudou, voilà, qui ne porte pas l'effort. Donc en fait, effectivement, c'est subtil, mais
Ok. Désolée, je vois qu'ils portent pas, mais sinon- Non, mais c'est intéressant. Oui, alors moi je vois beaucoup d'enfants, comme je vois beaucoup d'enfants, j'en vois qui font MEDEC. Moi je sais pas la méthode que je pratique, mais je vois en effet des résultats aussi avec MEDEC et ils sont aussi dans le mouvement. Hein. C'est pas tout à fait la même démarche qu'on a. C'est pas tout à fait la même démarche. Mais là aussi c'est pareil. C'est vrai que l'attention, à quel endroit, encore une fois c'est très riche. Hein. Quand un enfant joue et se développe, un enfant typique, hein, il est toujours en relation dans les deux sens. Il est en relation avec l'environnement, avec une lumière qui arrive, avec une balle qui roule, avec un objet qu'il voit, avec la voix de son père, de sa maman, etc. Tout ce qui lui arrive au niveau de l'environnement, donc ce qui est à l'extérieur, c'est un enfant qui est en relation avec l'extérieur, mais chaque fois qu'il est en relation avec l'extérieur, et il y a toujours un aller-retour entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, son attention, elle est plus dirigée vers l'extérieur, des fois, elle est plus vers l'intérieur, des fois, elle est les deux en même temps. Elle n'est pas... Et ça change. Et on a ces possibilités-là. Des fois, je fais des choses manuellement pendant que l'enfant est intéressé à jouer à quelque chose, et consciemment, il n'est pas forcément intéressé à ce que je fais. Ça ressemble à ce que vous êtes en train de me dire. Hein, il est intéressé par autre chose, et moi je joue, mais je sens qu'il y a une réponse. Je sens qu'il y a une réponse de son système nerveux, donc c'est quelle partie de lui-même qui répond? D'accord? Et des fois, je vois les enfants qui s'arrêtent complètement d'être avec l'extérieur et qui sont en train de se dire tiens, il se passe quelque chose de nouveau. D'accord? Tout à l'heure, c'est passé par exemple avec un enfant, Sacha, qui était plutôt dans beaucoup de mouvements, beaucoup de paroles, etc. Dans quelque chose de... La maman est là? Ah, voilà. Vous vous souvenez, hein? Et il y a un moment donné, il me laissait le toucher, etc. Mais il était beaucoup dans la parole et en communication avec sa maman. Et puis à un moment donné, j'ai fait tomber son bras. Donc j'ai joué avec la gravité, le fait de lâcher son bras sur la table, comme ça, une fois. Et là, d'un coup, il s'est arrêté de parler. Et là, je savais que son attention, elle était pleinement dans l'expérience et qu'il était intéressé d'un coup à quelque chose qui était peut-être nouveau. Peut-être, je fais l'hypothèse. Mais en tout cas, d'un coup, il a changé complètement dans sa présence. Hein? Et après, du coup, j'en ai profité. J'ai joué avec cette expérience, avec certaines variations, justement, et j'ai vu qu'il participait, et j'ai joué au fait que c'est lui qui lance le bras, ou qui résiste, ou c'est moi qui lance le bras, ou alors il lâche le bras, différentes expériences, mais j'ai senti qu'à ce moment-là, pendant 2-3 minutes, il était complètement présent à l'expérience, avec moi, dans ses sensations, dans cette expérience-là. Avec Lilo, ça arrive très souvent aussi, on voit que d'un coup, elle est là, bof, d'un coup, on sent qu'elle est présente à ce qui se passe dans ses sensations. Et ça arrive tout le temps chez le bébé. Et c'est pour ça qu'il a tant besoin aussi de dormir, de s'arrêter. Il n'est pas toujours ouvert vers l'extérieur, le bébé. Hein? Il alterne. Et du coup, il est dans des expériences. Et puis, ça, justement, crée des tas de sensations. Son cerveau doit organiser tout ça. Et il y a des moments où il va avoir besoin de dormir, où il va s'arrêter, simplement il va se retirer un petit peu du jeu. Et c'est des moments d'intégration et c'est des moments de modulation qui sont très importants pour lui dans l'expérience. Voilà. Et ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye de suivre, que ce soit avec l'enfant, ou là, même dans un groupe, dans cette expérience que j'ai eue avec vous, je vois à travers vos mouvements que vous faites des expériences différentes et j'essaye de m'ajuster. Alors là, c'est un groupe, mais au rythme que je pense être votre rythme d'apprentissage. Si je vous brusque et je vais vite, vous n'allez pas pouvoir être dans vos sensations. Hein? Si je fais de la Zumba rapidement, c'est rigolo, c'est chouette, mais du coup, vous devez être plus dans quelque chose de réflexe, si je vais très vite, hein, et ça va engager des processus qui sont moins fins. Vous allez justement utiliser déjà des schémas de mouvement que vous connaissez. Si on veut vraiment amener de la nouveauté, il faut passer par la lenteur. Et réfléchissez, quand vous avez appris à
à faire du vélo, vous n'êtes pas parti tout de suite à toute vitesse. Hein? Quand vous avez appris une nouvelle langue, à quelle vitesse on parle? Quand on commence à faire quelques mots, on essaye de fabriquer une phrase dans une langue étrangère. Hein? Mais après, au fur et à mesure que l'expérience grandit, que les réseaux neuronaux se sont vraiment établis, alors les circulations vont de plus en plus vite. Il y a des grandes autoroutes qui sont là, et ça va de plus en plus vite. Et du coup, vous pouvez être de plus en plus rapide dans l'exécution de la parole dans une langue étrangère. Hein? Et c'est pareil dans un mouvement. Hein? Quand vous apprenez un nouveau geste de tennis, au début, vous savez pas, il faut passer par un certain nombre d'expériences qui sont assez lentes. Et c'est pour ça que des fois on répète certaines choses pour que vous ayez le temps de sentir que c'est le même mouvement, qu'il y a des mécanismes de perception qui se mettent en route. Et puis ensuite, vous n'y pensez plus à ça. C'est intégré, ce mouvement, vous savez faire un coup droit ou un revers, et vous n'y pensez pas à chaque fois. Mais au début, comment vous l'avez intégré? Bien. Est-ce que... J'ai pas fait les 9, mais vous lirez le livre, c'est fou. Parce que sinon, je crois qu'on en est encore jusqu'à... mais il y a par exemple un autre qui est très intéressant, c'est le rapport à l'imagination. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé là, dans l'expérience qu'on a faite. Mais il y a des moments où on peut imaginer le mouvement. Et jouer entre cette relation entre imaginer le mouvement, faire le mouvement, imaginer le mouvement, faire le mouvement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Il n'y a pas que dans notre méthode qu'on utilise ça. Donc ça, c'est un des éléments, là aussi, d'intégrer l'imagination, qui est vraiment un élément très plastique. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui? Non? Moi j'en avais, mais c'est pas grave. Non, non, mais allez-y, dites. Non, ça fait un petit moment que vous avez parlé de... Enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites là-dedans. Vous dites quand vous êtes avec un groupe, vous utilisez la parole, donc, et après quand vous êtes en relation individuelle, vous êtes plus dans le toucher. Oui. Je voudrais un petit peu, est-ce que vous pouvez un peu alimenter ça? Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est, Parce que dans le toucher, qu'est-ce que vous apportez en fait? Est-ce que c'est du même ordre que ce que vous pouvez apporter avec la parole ou est-ce que... le toucher, c'est déjà différent, hein, d'accord, mais c'est une expérience peut-être plus primitive et plus proche déjà. On est vraiment là dans quelque chose de très proche. Mais la pensée est la même. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'expérience individuelle, alors là, pour le coup, c'est vraiment du sur-mesure. Hein, dans un groupe, forcément, on fait des propositions, on essaye de s'adapter à ce qu'on voit, mais on ne peut pas être dans le même détail que quand on est avec une personne, et où vraiment on va être dans la relation à cette personne, là, dans le moment de sa réaction, et dans ses schémas d'action à elle. Donc, nous, on essaye de... Déjà, la personne, en général, elle arrive avec une demande, ou c'est les parents qui arrivent avec une demande par rapport à leur enfant, et on essaye de lire, ça c'est un peu complexe, là, vraiment on rentre dans le cœur de la méthode, hein, mais dans ce qu'on appelle, nous, les schémas. C'est-à-dire que chacun a construit ses mouvements dans certains schémas d'action, et certains schémas sont plus présents que d'autres. Par exemple, là, vous êtes assis, et vous êtes tous assis différents. Par exemple, là, il y a la jambe droite croisée sur la jambe gauche, là, il y a la jambe gauche croisée sur la jambe droite. Là, il y en a qui sont au fond de leur chaise et qui sont un peu plus en flexion. Il y en a qui sont complètement sur un côté. Non, mais tout est bon, tout est différent, c'est simplement différent. Et pourquoi vous êtes comme ça? C'est parce que vous avez une histoire et qu'il y a un certain nombre de schémas d'action qui sont déjà enregistrés en vous, et il y a certaines tendances qui sont différentes. Voilà. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est déjà de repérer quelles sont vos tendances, parce qu'en général, justement, les muscles, ils ont une direction de contraction, ils sont organisés d'une certaine manière. Par exemple, si je suis comme ça, les pectoraux sont plus activés que les muscles qui sont derrière. Et l'inverse, si je suis comme ça. D'accord ? Donc on va aller
encore une fois, dans le sens d'abord de la personne, dans son schéma d'action. Et puis petit à petit, en général, il y a des choses qui peuvent s'ouvrir dans les possibilités de mouvement. Plus on va dans le premier schéma de la personne, plus après, on peut lui proposer, c'est des mouvements très doux, hein, très simples, très, très petits. On a l'impression des fois de l'extérieur qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, on est en dialogue toujours avec comment la personne réagit. Hein? Donc, par exemple, si je soulève une épaule et puis je soulève l'autre et je vais sentir, tiens, celle-là, elle est plus légère, l'autre, elle a du mal à se soulever. Qu'est-ce que ça implique dans la direction du mouvement de la cage thoracique, par exemple, ou comment la tête réagit, etc., etc. Et on est en relation avec des tas de perceptions. Le praticien est en relation avec des tas de perceptions à chaque instant, et il va s'ajuster pour permettre de créer, encore une fois, une expérience la plus diverse possible, et d'amener petit à petit, si possible, les possibilités à s'ouvrir. C'est-à-dire si on sent que la personne est, entre guillemets, un peu enfermée dans certains schémas, on va d'abord aller dans ce sens-là, pour que justement certains muscles lâchent, certains réseaux soient un peu inhibés, pour que d'un coup s'ouvrent des possibles. Et là, on va commencer à amener des variations, donc quelque chose autour de ces possibilités habituelles. On va amener de la nouveauté, on va amener des expériences nouvelles. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça amène de plus en plus de différenciation, une répartition du tonus différente et des possibilités de mouvement de plus en plus ouvertes. Voilà. Je ne sais pas si je réponds du tout à votre question. Mais ça, on peut le faire avec les mains. On peut le faire dans un certain ordre, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec toutes nos expériences de Covid, c'est que on a même fait des séances individuelles par les écrans. Et à ce moment-là, on a guidé une personne par la parole, mais vraiment en voyant qu'est-ce qui se passe dans ces schémas d'action, mais c'est elle qui bougeait. Par les écrans. Par les écrans, on a réussi à faire ça. Ouais. Et c'était assez nouveau pour beaucoup de praticiens, mais je ne sais pas si toi tu as fait ça aussi. Voilà. Donc, on s'est adapté. Parce que quand on a cette expérience de plusieurs années, de plein de corps qu'on a vus, etc., au fur et à mesure, à travers votre façon de bouger, on peut lire qu'est-ce qui est en dessous, quels sont les schémas et la façon dont vous représentez le mouvement. Et donc proposer quelque chose qui est vraiment adapté à cette personne. On est quand même dans le réel, quand on passe par le toucher, il y a certaines informations qui sont beaucoup plus précises quand même que par l'écran, mais il y a déjà un certain nombre de choses qu'on peut lire chez une personne, même en la voyant sans la toucher. Mais le toucher amène d'autres choses, d'autres possibilités et d'autres perceptions. Des méthodes qui peuvent être associées à l'ostéopathie. Alors, souvent, il y a des personnes qui, quand elles viennent sur nos tables, nous disent « Ah, mais c'est comme l'ostéopathie ». Donc, il doit y avoir des liens. Peut-être parce que, en tout cas, un certain type d'ostéopathie, c'est-à-dire que nous, on ne va pas être dans la manipulation, hein, on ne va jamais faire craquer quelqu'un ou manipuler au sens d'une manipulation, mais d'une ostéopathie plus douce. Certaines personnes, des fois, ont cette impression-là. Je pense qu'à un moment donné, ce qui est différent, bien sûr, on a une vision holistique de la personne. Peut-être ça nous rapproche aussi des ostéopathes qui ont un lien de penser la personne comme une unité et de penser l'ensemble de la personne à travers différents systèmes. Nous, notre pensée, elle est toujours en lien avec le mouvement, quand même. C'est-à-dire, même si on fait des tout petits mouvements, on est en lien avec la question du mouvement et de l'action. Et en ça, comment le mouvement, comment les propositions qu'on fait à un enfant ou un adulte, à un moment donné, peuvent s'intégrer comme une possibilité de mouvement dans sa vie quotidienne, ou dans son sport, ou dans... voilà. Mais on est en lien avec le mouvement. Les ostéopathes, je ne pense pas qu'ils soient tout le temps dans cette pensée en lien avec le mouvement. Bien sûr, le fait qu'il y ait des choses qui changent va influencer le mouvement. Mais nous, on est vraiment dans notre formation à nous, par exemple, très concrètement,
très concrètement, notre formation, elle passe à travers le fait qu'on va au sol et qu'on a des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'expérience de mouvement au sol. Où on va justement revivre des tas de schémas du développement de l'enfance. Et puis, on va étudier énormément de possibilités différentes de mouvements. Et en ça, il existe une grande variété dans la méthode Feldenkrais. Par exemple, des séances collectives. Il en existe, déjà il y a au moins 600 Alexander Yanai. Voilà. Il y a au moins 1000 séances différentes disponibles. Donc si on fait un cours par semaine, ça fait 35 dans l'année sur les voilà. Vous imaginez pour explorer toutes les possibilités. Et l'idée, c'est justement de ne pas reproduire la même chose. C'est d'être dans l'expérience de la nouveauté. Parce que c'est dans l'expérience de la nouveauté qu'il y a le plus justement de curiosité. Si on reproduit quelque chose qu'on connaît, qu'on commence à connaître bien, ben, on est sur une habitude et sur une mémoire. Encore une fois, on a besoin de ça, on a besoin de fonctionner avec des habitudes. Et ce qu'on cherche, nous, en Feldenkrais, c'est d'aller vers cette plasticité, donc d'aller se confronter à ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a certaines personnes pour qui la nouveauté fait peur. La nouveauté effraie. Mais et justement, avec les enfants handicapés, on voit aussi que cette question-là, des habitudes, où ils sont sûrs, où ils sont rassurés, ils connaissent, etc., s'ils restent que là-dedans, il y a un moment donné où on tourne en rond. Donc comment amener un élément nouveau qui ne soit pas trop éloigné des possibilités de l'enfant, sinon il le refuse. Si c'est trop difficile ou si vraiment c'est trop loin, il va le refuser. Mais d'amener de la nouveauté qui est autour de ce qu'il connaît déjà, mais qui n'est pas très loin. Hein. Je crois que c'est les psychomotriciens qui parlent de la zone proximale d'apprentissage. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, on va proposer, on essaye de s'ajuster, des fois on se trompe, on essaye de s'ajuster, mais d'être dans la zone proximale d'apprentissage où l'enfant va pouvoir se saisir des possibilités qu'on lui amène. Et c'est pareil avec un adulte. Si on lui montre quelque chose qui est trop difficile, qu'il n'arrive pas à faire plusieurs fois, il se sent incompétent, il perd confiance, il n'a plus envie d'y aller. Par contre, si on l'amène à réussir, entre guillemets, des tas de choses, et qu'à chaque fois on grandit un petit peu, on fait un pas de plus, il prend confiance, il y a un potentiel qui devient de plus en plus ouvert, et la personne prend confiance et est prête à aller vers plus de nouveautés. C'est progressif, hein, mais c'est des approximations successives. Vous parlez beaucoup du développement du petit enfant qui se met à quatre pattes debout. Donc vous avez parlé du BMC, mais le BMC, ça fait partie aussi de... Enfin, je sais que c'est une formation à part, mais c'est quelque chose aussi que vous pratiquez dans les formations Feldenkrais. Ah, Feldenkrais et BMC, c'est deux choses, c'est deux méthodes différentes. Oui, je sais. Voilà. Moi, il se trouve que... Vous en parlez, oui, parce que moi, j'ai... Justement, il y a des moments, vous voyez, Tomatis, c'est pas Feldenkrais, je suis allé chercher aussi autour, même si c'est cousin. Hein, on passe là aussi beaucoup par tous ces points clés dont je vous ai parlé là. Hein. Et c'est très intéressant, le BMC. C'est une pensée un peu différente, mais on explore le mouvement, on explore aussi des tas de perceptions. Et moi, j'ai fait cette formation du développement moteur en BMC. Et de toute façon, si on veut travailler avec des enfants porteurs de handicap, il faut aussi pouvoir connaître le développement typique. Parce que c'est aussi autour de ça qu'on s'appuie. Et pour pouvoir comparer, tiens, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qui est différent dans le timing aussi. Et du coup, le développement humain, c'est ce sur quoi on s'appuie tout le temps. Même s'il prend des formes, justement, des fois avec le handicap, qui est là aussi très riche, parce que chaque enfant est différent. Et quand il y a une paralysie cérébrale, par exemple, et qu'il y a un côté qui est beaucoup moins présent et beaucoup moins sur lequel l'enfant peut moins compter, vous imaginez que ça crée évidemment énormément de différences dans la façon de se développer
que quand on a les deux côtés, par exemple. Donc on doit en tenir compte, mais c'est toujours en lien avec le développement. Toujours en lien avec le développement. Parce que c'est ça, à un moment donné, quand on arrive à être... à toucher certains schémas d'action qui sont des schémas comme des pierres angulaires dans le développement, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'associe autour de ces points clés du développement qui est très puissant pour aider un enfant à se développer. Et ça, encore une fois, à n'importe quel moment. Quand on a un accident, par exemple, quand on est adulte, et qu'on a, je sais pas, on s'est cassé une jambe et qu'on a eu un accident, ou qu'on a eu un accident, un AVC, par exemple, on régresse au niveau du développement. Il y a quelque chose où, par exemple, on n'arrive plus à marcher. Et en Feldenkrais, on fait très souvent ce retour-là. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, mais la personne ne peut plus marcher, mais où elle en est? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut rouler? Est-ce qu'elle peut se mettre assise? Et de quel côté? Est-ce qu'elle peut tourner la tête d'un côté, de l'autre? Et du coup, on va partir de là où elle est, encore une fois. Et ensuite, quand on a une idée plus clairement, et c'est une enquête souvent, de sentir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, et qu'on a une idée un petit peu vraiment de là où elle est, on va essayer de justement reprendre le développement à partir de là où elle est. Et lui proposer des expériences pour refaire le chemin qui vont l'amener à marcher. Donc des fois, pour marcher, on va repasser par le quatre pattes, même pour un adulte, on va repasser par le fait de rouler, on va repasser par le fait de rouler pour s'asseoir, on va le fait de passer sur le ventre, comment on rampe, comment on roule d'un côté à l'autre, comment on s'appuie sur un côté, etc., etc. Bien. Je pense que ça fait déjà pas mal, non? Donc si vous voulez continuer à explorer ça, donc des praticiens, vous en avez eu dans la région. Tu donnes tes cours où? À Chapuis-Malvalais et à Guéret de temps en temps. Voilà. Donc, et peut-être dans le département, il doit y avoir d'autres praticiens? Et dans l'Indre, non, il n'y a plus personne. Mais... Avec toi? Ouais. Bon, vous voyez la responsabilité. Je suis en Creuse, mais vraiment pas loin. D'accord. Et pourquoi pas venir à la chape? D'accord. Donc, voilà une praticienne locale. donc, vous pouvez expérimenter les cours par le mouvement collectif et les séances individuelles, je suppose que tu en donnes aussi. Et du coup, j'ai une question. À quel moment on peut dire qu'on a besoin, ou finalement c'est ouvert à tout le monde, de ce que j'ai pu comprendre? C'est ouvert à tout le monde. Mais pour quel motif? Alors, en fait, justement, c'est pour ça qu'on a à peu près la même clientèle que les ostéos et les kinés. Hein. Mais, même si on est beaucoup moins connus. Donc, voilà. Mais les gens vont venir la plupart du temps, moi à mon cabinet, ils viennent parce qu'ils ont un problème. Oui. Ils ont mal à l'épaule, voilà, donc ils n'arrivent plus, ils boitent, ils ont mal au dos, etc. Et les enfants, c'est parce qu'il y a des retards de développement, il y a des difficultés dans le mouvement. C'est toujours en lien avec le mouvement. Hein. Mais les douleurs, en tout cas nous, notre façon de voir, hein, c'est que tout ce qui est douleur, c'est en lien avec aussi notre façon de fonctionner. Il peut y avoir eu des accidents, des choses comme ça, mais même ça va impliquer un certain type de fonctionnement. Donc nous, on est dans le rapport à la fonction. Qu'est-ce qui, dans votre façon de fonctionner, amène ce type de douleur? Et on va essayer de se dire, tiens, est-ce qu'on peut chercher une façon, on peut amener des éléments qui vont permettre à la personne de mieux fonctionner et peut-être permettre que cette douleur ne soit plus aussi présente ou disparaisse. Donc, on ne va pas traiter la douleur, le symptôme là où il est, mais on va essayer de comprendre en quoi cet endroit qui force, par exemple, est en relation avec une façon de bouger, une façon de fonctionner qui amène ce type d'effort ou qui fait que, par exemple, on travaille sur l'épaule, on travaille toujours en forçant dans son épaule et ça amène quelque chose de différent. Il y a souvent toute une relation avec des tas de paramètres, justement. Et c'est ça qu'on va essayer de relancer, c'est que la perception, c'est pour ça que pour moi c'est très important cette question de la perception. Je
Je vous conseille d'ailleurs un documentaire très intéressant. Je crois qu'il est disponible sur YouTube. Il était sur Arte Vidéo pendant un certain temps. C'est Notre véritable sixième sens. Et alors là, pour le coup, pour moi, c'est une belle validation aussi du travail de la méthode Feldenkrais. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en relation, justement, en ce moment, sur cette question du sens de la perception. Hein. Et ce document est passionnant pour justement, et aussi bien Tomatis, puisque ça joue sur le système vestibulaire de l'oreille, hein, que Feldenkrais, on est très en lien avec cette question du système vestibulaire et de la perception. Et que c'est ça qui crée l'image de soi. C'est ça qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'en fait, notre image, quand on est bébé, je vais m'arrêter là parce qu'après sinon on peut partir. Mais quand on est bébé, et ça confirme d'ailleurs ce que avaient dit les psychanalystes il y a longtemps aussi, hein, c'est que le bébé ne fait pas la différence au tout début entre son environnement et lui. Hein, il est dans des types de réactions où pour lui il n'y a pas de différence, comme quand il était dans le ventre de la maman. Hein. Et petit à petit, c'est par l'expérience justement du mouvement et de la proprioception qu'il perçoit, parce qu'au début il ne maîtrise pas son corps. C'est pas cette main qui bouge devant lui, il ne sait pas que c'est sa main au début. On est avec deux bras, deux jambes et une tête, mais au début ça ne nous appartient pas. On ne sait pas que c'est à nous et que autour c'est autre chose. Et on ne sait même pas bouger volontairement les bras, les jambes au début. Hein, ça n'est pas relié à quelque chose. Et du coup, de plus en plus de recherches nous amènent à penser que c'est le mouvement et la perception qui amènent au fait, à la conscience de soi. Au phénomène de la conscience et de la conscience de soi. Et que petit à petit, justement, cette chose qui bouge devant nous, là, grâce à des mouvements réflexes du système nerveux, eh ben, petit à petit, par une certaine somme d'expériences et de sensations, on va s'apercevoir que c'est à nous. Et que petit à petit, on peut le diriger, cette main, on peut l'amener dans la bouche, et on va petit à petit relier toutes ces choses qui bougent, là, et se dire, ça c'est moi, et puis au-delà de la peau, ça c'est autre chose, c'est l'environnement, c'est maman, c'est papa, c'est différent. Mais au début, ça n'existe pas. C'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Et justement, on voit dans cette expérience que quelqu'un qui donc est un adulte, il y en a quelques-uns dans le monde, qui, à travers une maladie, je crois, auto-immune, perd le sens de la perception. Cette personne, quand elle est assise sur une chaise, elle ne connaît pas les limites de son corps. Donc, elle ne fait pas la différence entre la chaise et elle. Et c'est uniquement parce qu'elle regarde qu'elle peut se dire, là, il y a une chaise, et où est la chaise par rapport à moi ? Ben, ça renvoie un peu à ce qui se passe chez le bébé. Donc c'est vraiment un apprentissage de prendre conscience de son corps, que ça nous appartienne, ses membres, et de pouvoir les bouger volontairement, et de percevoir que notre corps a une limite, et que nous, on est un être à l'intérieur d'une certaine limite, et qu'au-delà, c'est l'environnement. C'est vraiment un apprentissage, et la perception, le mouvement, sont des éléments clés pour amener cette perception, cette image de soi et cette conscience de soi, et développer après les fonctions cognitives qui viennent après, et qui se développent de plus en plus après. Bien. Alors, on va s'arrêter.